Alors, le projet est né en 2016 dans un contexte où la loi relative au domaine foncier rural en Côte d'Ivoire avait du mal à se mettre en œuvre. Sur fond de polémiques liées à la pression foncière, mais également sur fond de remise en cause de différents contrats par les jeunes qui revenaient de la ville. Également, le droit à la propriété foncière des femmes était véritablement en difficulté. Donc, c'est dans ce contexte que, avec notre partenaire, le CCFD Terre Solidaire, que je salue au passage, à qui je dis encore merci, nous avons eu à travailler sur ce projet. Alors, on est parti du postulat que une gouvernance foncière rurale bien négociée, qui met au centre de la gouvernance foncière les populations elles-mêmes pour prendre en compte leur destin en main, pouvait réjaillir sur la gouvernance foncière au niveau national. Et donc dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec ces communautés pour que ces communautés prennent le lead dans l'amélioration de la gouvernance foncière et voir dans quelles conditions faire en sorte que leurs droits soient reconnus et sécurisés. Avec la crise post-électorale, il y a eu des gens qui avaient déserté leurs champs, certains avaient récupéré, et après la crise, certains reviennent, ils veulent récupérer leurs terres. Ça a créé plusieurs problèmes, y compris les vagues de mouvement, où certains vont du nord vers l'ouest, des migrants en griffe qui quittent dans d'autres pays, qui vont aussi en direction de l'ouest, et également au nord. Avec la crise, il y a certains qui ont déserté les lieux où ils étaient, peut-être en Basse-Côte, qui sont revenus sur d'autres terres au niveau du nord. Donc vraiment, il y a eu tellement de mouvements que la société civile a souhaité que le travail soit axé sur la question foncière. Comment ramener cette cohésion sociale, d'où une gouvernance foncière inclusive en Côte d'Ivoire que nous avons choisi pour expérimenter ce projet. Pour nous, c'était très important, pour nous, surtout dans cette zone-là, qui est une zone de l'élevage, où il y a beaucoup de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc c'est pour cela, en tant que problématique pour la région nord, sur la gouvernance foncière, l'ARK a trouvé une opportunité de pouvoir approfondir ces recherches-là, d'approfondir ce travail qui permet à tous les acteurs, qui soient des éleveurs, qui soient des agriculteurs, et qui soient des femmes, et tout ce qui est la jeunesse, et même les autorités administratives et politiques, parce que le dernier recours, c'est ces autorités-là, et les services techniques, donc pour rentrer dans une dynamique de co-construction qui permet à tous ces différents acteurs de rentrer dans un processus de dialogue social qui permet d'aboutir à un consensus, qui permet d'aboutir effectivement à une cohésion sociale. Alors, la région de la Nawa est une région fortement peuplée par les populations de la CEDEAO. Bien entendu, l'histoire nous dit que c'est au moment du développement de la région de San Pedro, surtout la construction du port de San Pedro, qu'il y a eu cette arrivée massive des halogènes. Et bien entendu, ces halogènes se sont installés dans les villages cibles où Assapsu intervient. Et donc, les populations étaient très heureuses d'accueillir ces halogènes, ces migrants, parce que cela participe au développement de leur village. Malheureusement, les premières rencontres se sont faites sans accord formel. C'était donc des arrangements verbaux et de génération en génération, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation où le mécanisme de tutorat a pris un coup. Alors le projet s'est déroulé pratiquement en 4 phases auxquelles on ajoute une dernière phase qui est le plaidoyer. La première phase, qui est la préparation de l'action,
il s'agissait dans cette phase-là, d'une part, de réaliser des missions préparatoires qui nous ont permis, nous les organisations, je vais citer INADES Formation, ASAPSU et ARK, de pouvoir nous rendre sur le terrain, échanger avec les communautés, les préparer aux projets qui allaient être implémentés dans leur région. Ensuite, d'autre part, il y a aussi la reconstitution de l'existant. Comme nous le savons, l'usure du temps amenuise la connaissance des populations sur le mode de gestion de leurs propres terres. Donc, il fallait pour nous les aider à comprendre, à fixer leurs normes de gouvernance, de gestion des terres telles que cela se réalisait dans le temps. Ensuite, il s'agissait pour nous d'organiser des ateliers de simulation prospective. Et nous passons à la deuxième phase, qui est la phase des assemblées communautaires. Il s'agit de quoi? Dès l'instant où nous avons eu des pré-accords sur des thématiques soulevées, il fallait les creuser en profondeur. Donc avec les communautés, il s'agissait de leur laisser la possibilité et le temps de pouvoir faire mijoter et faire mûrir ces propositions-là afin que ces communautés elles-mêmes puissent proposer des lois, des règles qui vont servir à pouvoir valider des modes ou des normes de gestion, le tout qu'on a mis dans un document qu'on a appelé les conventions locales. Une fois les conventions et les modèles de contrat ont été mis en œuvre, ont été validés, il fallait passer à l'étape de la mise en œuvre. Cette étape, c'est l'étape cruciale. Alors, pour nous, elle est cruciale dans la mesure où une règle n'a de sens, de valeur, que parce que les règles sont appliquées. Et si ces règles-là sont appliquées, il faut regarder en amont qu'est-ce qui va avec l'application, qu'est-ce qui ne va pas, pour qu'il y ait une adaptation au fur et à mesure. Et donc, pour la mise en œuvre de ces conventions et de ces règles, nous avons aidé les communautés à se trouver des organes de gestion. Notamment, ces organes-là sont les comités de gestion foncière rurale que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place. Pour nous, il n'était pas bienséant de multiplier les organes au risque de créer des difficultés de mise en œuvre. Et donc, c'était important de regarder au niveau de chaque communauté, de voir comment est-ce qu'on pouvait exploiter ces CVGFR qui ont été mis en place. Et donc, ces CVGFR au niveau du Nord ont été scindés en des comités. Je suis Koné Dungmani de l'ONG ASAPSU. La plupart d'entre vous ici me connaissent. Pour ne pas dire que tout le monde me connaît, je suis avec Stéphane Leroux de INADES Formation et Yao, Kamina et puis Kona sont venus nous accompagner pour faire la réunion avec vous aujourd'hui. Nous avons amené dans un premier temps les populations à remonter leurs besoins, les enjeux fonciers et une méthodologie, on peut dire exportée de la France, donc Terristories, donc qui est une sorte de dialogue participatif, donc nous a amené à réunir toutes les communautés pendant une très longue période afin de débattre des enjeux fonciers que ces communautés elles-mêmes ont identifiés. La base fondamentale même des échanges qui nous ont donné déjà un premier draft des résolutions que les communautés ont proposées. Alors, une fois qu'on a le draft, nous retournons en équipe, c'est-à-dire en partenaire, travailler un peu sur ce draft. Une fois qu'on finit ce travail, il faut repartir sur le terrain, échanger avec les communautés. Il arrive souvent des choses que les communautés elles-mêmes ont proposées sans tenir compte de la faisabilité de leurs règles. Alors on vient, on fait une relecture avec eux pour pouvoir valider point par point tout ce qu'ils ont proposé comme règles de gestion interne
au niveau de leur village. Une fois que ces points sont validés, on organise autre atelier de validation des règles en présence de tous les acteurs. C'est une assemblée communautaire où tout le monde est convié à prendre la parole, à donner leur point de vue. Donc ce n'est qu'après cette phase, une fois que c'est validé, alors on échange avec le sous-préfet qui reçoit aussi une copie. L'agriculture reçoit une copie, les eaux et forêts, toutes ces structures étatiques sont même invitées. L'AFOR, toutes les structures qui rentrent en ligne de compte de la gestion foncière sont invitées. On fait une projection au niveau des règles, en fait de valider. Il y a aussi la question des tierces personnes. Il arrive dans certains villages des cadres qui ne sont pas dans le village, des étudiants, d'autres personnes qui ne vivent pas dans le village. Il faut aussi tenir compte de leur point de vue. Il faut qu'ils soient informés parce que quelque part, c'est des éléments, leurs points et leur avis et nous aident aussi à améliorer la documentation. On a aussi parlé de la délimitation des villages durant les processus de formation avec ASAPSU. On s'est dit que si les villages sont bien quadrillés à partir des points de limite entre eux, l'intérieur sera plus facile dans la sécurisation des terres pour aller au certificat foncier. Ils ont aussi mené une action qui nous a beaucoup marqué. C'est les travaux qu'ils ont fait dans les villages pour ressortir des conventions. Des conventions qui ont permis à eux, villageois, de savoir qu'ils peuvent eux-mêmes se mettre en œuvre pour produire des éléments qui peuvent les aider à gérer leurs terres, parce qu'en faisant ces conventions avec l'appui des autorités administratives, ils ont apprécié depuis le chef de tribu, le chef de village et les villageois eux-mêmes, les allogènes, ils ont apprécié la forme de travail qui a été fait dans ces villages-ci. Pour nous, en tant qu'acteurs, je vais dire INADES Formation, ASAPSU et ARK, notre rôle à ce niveau était d'accompagner les communautés villageoises à y arriver. Pour cela, il fallait les aider à l'appropriation de ces règles. Et donc, on a trouvé ensemble des modèles ou des mécanismes d'appropriation. Donc, il fallait des sensibilisations dans les lieux publics, que ce soit pendant les fêtes de réjouissance, pendant les funérailles, au bois sacré comme à Korogo, à Soubré, dans les mosquées, pour permettre à ce que toute la communauté soit au fait et connaisse véritablement le contenu des différentes conventions et des règles qui ont été validées pour que leur mise en œuvre soit aisée. Donc pour nous, il était vraiment intéressant et plus important qu'on mette la communauté au cœur du débat. Je dis bien la communauté au cœur du débat. Au cours des débats, ce ne sont pas nos propositions qui doivent sortir, mais tout ce qui doit sortir de la bouche des communautés acceptées. D'où la question d'un débat constructif que nous devons mener sur le terrain. Donc, à partir de là, on a établi des règles de gestion du foncier et c'est ce que nous sommes en train d'appliquer et qui a diminué les querelles entre paysans. Mais le document a été finalement finalisé par nous tous. C'est notre intervention, c'est nos explications qui ont permis d'élaborer ce document, où nous nous reconnaissons dans ce document-là. Et on a fait une convention et ça a été validé par nous tous, par les autorités administratives, par nous les autorités coutumières, et, disons chefs de village, chefs de canton et même des paysans. Alors aujourd'hui, le résultat, la relation allogène autochtone
pour nous, et c'est ce que nous constatons avec la validation des conventions qui sont des chartes de bonne gestion de la terre et les modèles de contrats que nous avons pu élaborer, c'est des modèles synthétiques que nous avons pu élaborer avec ces communautés. L'adhésion de ces communautés face à ces produits, nous pensons qu'il y a de bonnes perspectives. Aujourd'hui, la cohésion sociale est revenue dans ces communautés. Bien entendu, il y a encore des difficultés d'application de ces règles. Il y a certaines personnes qui continuent toujours de ne pas signer, de ne pas utiliser les nouveaux modèles de contrat, mais nous en savons les raisons. Bien entendu, aujourd'hui, ASAPSU est toujours dans la région et nous sommes, avec l'appui du partenaire financier, nous sommes à même de pouvoir relever ces défis qui concernent donc l'application totale et des conventions de gestion de la terre et des modèles types de contrats. Nous avons travaillé pendant des mois, tout jusqu'à présent, et qu'avec tous les allogènes, des représentants des communautés, des représentants des familles, et nous avons signé, établi des contrats de travail avec ceux-là. C'est le modèle de contrat de planter partagé. Au niveau de la région de la Bagoué, c'est le village, à partir de ce travail-là, qui a donné comme résultat de pouvoir faire la plus grande délimitation dans le processus de la sécurisation foncière et d'avoir des certificats fonciers et aller même jusqu'au titre foncier. C'est le seul village et que les sous-préfets qui étaient réticents au départ, alors ils ont dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas couvrir tous les villages de la région de la Bagoué? Donc voici un peu comment ça a été. Et comme nous avons eu cet espace-là, nous nous sommes dit, mais on peut en tant que consortium aller sur un terrain plus vaste. Donc nous avons visé une autre zone qui est la zone de Thioro-Niérédougou, le canton de Thioro, qui est dans une zone dense et très dense. Voilà, donc pour pouvoir comparer un peu le comportement, la gestion, l'attitude de tous ces différents acteurs-là. Et là, le canton de Thioro fait 64 villages. Et par cette approche, cette expérience que nous avons pu capitaliser au niveau de Kébi, nous a permis de mettre en place une plateforme de tous les chefs de quartier, des chefs de villages et des quartiers du canton de Thioro. Alors donc, qui se retrouvent régulièrement avec les sous-préfets, avec les services techniques, avec les facilitateurs qui sont INADES et l'ARK pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Et les résultats que nous avons pu retenir, et ils nous disent clairement que depuis que nous avons mis en place ce processus-là, il y a très peu de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs et ils vivent en symbiose, en synergie. Et c'est ce qui est surtout très, très intéressant au niveau de ces villages-là et qu'ils se trouvent maintenant orientés vers les problématiques de développement durable au lieu de se donner tout le temps pour pouvoir faire la médiation, régler les conflits entre tel ou tel acteur. Il reste encore beaucoup de cantons et beaucoup de villages qui sont concernés, qui sont demandeurs, qui ont fait la démarche pour demander mais pourquoi vous ne pouvez pas venir nous accompagner aussi? Parce que nous avons vu vraiment les résultats, les retombées effectivement de ce projet-là. Donc c'est dans ce sens-là vraiment nous voulons dire d'abord merci. Et l'autre mécanisme que je voulais surtout ajouter, c'est la question du plaidoyer qui a été dégagé entre les autorités, les cantons, les chefs de terre et les utilisateurs. Et là vraiment ils ont accepté pour dire aujourd'hui, on peut donner, avant qu'on n'avait pas compris, on ne pouvait pas accepter à ce que les utilisateurs aillent jusqu'à la délimitation, rentrent dans le processus même de la sécurisation foncière ou les certificats fonciers. Mais on s'entend aujourd'hui, tous les utilisateurs peuvent l'utiliser à condition que le chef de canton soit un signateur, voilà, donc de chaque document. En tout cas, c'est un peu de ce que nous voulons dire merci et souhaiter qu'il y ait
comme je le disais tantôt, un autre projet qui permet d'aller toucher encore le maximum des producteurs des villages de notre région. Voilà en gros toute l'approche que nous avons utilisée. À cela, quand nous avons obtenu ces différents résultats, notamment la coexistence pacifique entre éleveurs et agriculteurs au niveau du Nord, les droits de propriété qui ont été accordés aux femmes dans la zone de Soubré, dans les différents villages du projet, et également les rapports pacifiques qu'on a pu réaliser entre autochtones et non autochtones à Soubré, ont permis à ce que ces documents-là, nous puissions échanger avec les autorités, notamment l'AFOR, pour leur dire voici les résultats de notre étude, de notre expérimentation sur le terrain. Et ces documents-là ont servi à l'AFOR pour pouvoir produire les modèles de contrats qui sont d'actualité en ce moment.